Si la personne ment ou raconte des histoires ou trouve des excuses, c'est pour corriger l'impact émotionnel. Si elle a un mauvais carnet à l'école, et c'est une personne future dépendante, mal réglée, un mauvais carnet, ses frères et sœurs ont aussi un mauvais carnet, ils rentrent de l'école, ils sont tous engueulés, 5 minutes après, ils vont jouer dans le jardin, celui qui est mal réglé au niveau de sa sensibilité, c'est une maladie émotionnelle, lui, il va jouer avec les autres, mais il ne sera pas dans le coup. La prochaine fois, il va dire, écoute, maman, c'est pas de ma faute si j'ai un mauvais carnet, la maîtresse a mal expliqué. Et il va démarrer comme ça, bien avant l'alcool. Donc, ce qu'on va changer, et c'est ça le programme des 12 étapes, le modèle Minnesota, c'est de pouvoir faire prendre conscience que comme la personne pensait et faisait, c'était faux. Mais à cause du déni, il ne peut pas avoir ça. C'est pour ça qu'il y a des groupes, parce que dans les groupes, si l'autre raconte quelque chose qui me parle, je commence à me dire, ah ben dis donc, oui, c'est exactement comme moi. Et c'est la même chose dans les groupes des proches, dans les groupes des codépendants. Ça permet de sortir de son isolement. Et quand on voit des gens qui sont déjà plus avancés dans les groupes, on se dit, mais pourquoi lui va bien? Il dit qu'avant c'était comme ça, c'était une catastrophe, maintenant il fait comme ça va bien. Donc la deuxième tête du dragon, pour la couper, c'est change my way of thinking, j'aime bien le dire en anglais parce que ça sonne, gling gling, c'est changer ma façon de penser. Et la troisième chose qu'il faut faire, la troisième tête du dragon, c'est manage my feelings, c'est-à-dire s'occuper de mes émotions, puisque je suis malade de mes émotions. Si je ne bois plus, comment je vais faire? Ça ne va pas jouer. Donc il faut que j'ai une possibilité, comme Daniela a dit, de partager mes émotions là où on comprend. Je ne peux pas le faire avec la caissière du supermarché, je n'ai rien contre, au contraire, contre les caissières du supermarché, mais je ne peux pas lui dire, elle ne va pas comprendre, elle va dire, mais qu'est-ce qu'il me dit lui? Pourquoi il me dit ça? Si j'en parle à mon conjoint, à ma famille, on ne va pas comprendre non plus. Donc il faut que je puisse avoir un endroit où je peux dire ce qui ne va pas. Et chaque fois qu'on peut partager une émotion avec quelqu'un qui écoute, qui est sur la même longueur d'onde que soi, le 50% de la toxicité de cette émotion est éliminé. Et le reste des 50%, si on me donne des outils, si je vais chercher des outils, je vais pouvoir le gérer. Donc ensemble, je vais pouvoir me rapprocher d'une personne normale, entre guillemets. Il y a une sensibilité normale. Voilà. Autre question, oui. Oui. Là, vous parlez de la méthode de Minnesota. Par exemple, mettons, je veux me faire soigner. Je fais quoi? Et pour combien de temps? Là, très bonne question. Alors, on va vous donner quand même des coordonnées. Il y a des sites internet qui parlent de ce modèle. Alors, on a une fondation qu'on a créée avec des personnes rétablies. Il y avait des moyens aussi pour pouvoir développer et aider les autres, des moyens financiers aussi. Et puis, il y a un site internet et nous avons des centres de traitement. On a des traitements ambulatoires. Daniela Danis fait partie d'un groupe de thérapeutes et de psychologues spécialisés dans ce modèle et dans le traitement des addictions et spécialisés pour l'aide aux proches, pour la codépendance. Nous-mêmes avons de mon côté un traitement pour les dépendants avec une consultation, un peu comme un centre de consultation. Et puis nous avons des possibilités ambulatoires et puis maintenant résidentielles. Il y a toujours la métairie, mais il y a une nouvelle clinique dans laquelle on vient d'implanter le modèle Minnesota et on débute. C'est la clinique de Génolie. Donc on a des possibilités. Alors en France, il y avait un centre de traitement, on a connu à l'époque, Nancy et moi, qui avait été ouvert par la fille de Jane Birkin, Kate Berry. Vous savez que ce centre a fonctionné, fonctionne toujours sur ce modèle-là, et que malheureusement Kate Berry s'est suicidée il y a, je crois, une année. Mais la question c'était comment on fait pour continuer. Alors, continuer c'est le programme, c'est un processus. Le plus difficile, c'est d'entrer dedans, c'est d'y aller, et après, c'est à nous de jouer. Puis, c'est-à-dire qu'on va vous donner les outils, on va vous transmettre les outils. On peut pas. Moi, j'estime qu'un thérapeute, quel qu'il soit psychologue, médecin, c'est pas important, ne peut pas soigner, ne peut pas traiter lui-même ce patient dans cette maladie. Par contre, on sait ce qu'il faut faire, on la connaît, et on peut transmettre les outils pour que la personne se traite elle-même. Et de ça, la personne dépendante est responsable. Elle n'est pas responsable de sa maladie, elle est responsable de se traiter.
Et comme j'ai dit au début, les intervenants ou les spécialistes sont responsables, eux, d'offrir un traitement qui fonctionne aux patients. Sinon, c'est vraiment pas correct. Et en général seulement, ça prend combien de temps un traitement? Bon, je sais que tout dépend de chaque individu, mais grosso modo... Un jour à la fois. C'est ça. C'est tous les jours, vous faites votre... Si vous êtes diabétique, c'est une anomalie d'hormones, on est bien d'accord, c'est la même chose, c'est comparable. Tous les jours, vous faites votre glycémie, vous piquez, puis vous regardez combien vous devez vous injecter sous-cutané. Là, vous faites ça tous les jours. Eh bien, le dépendant, il doit faire son petit traitement tous les jours. Et là, après, c'est vous qui décidez, par exemple, telle personne peut partir en convalescence à Rosola? Oui, on peut faire une évaluation, bien sûr, on va regarder certains critères dits de rétablissement dont l'environnement est important. Si la personne rentre dans un milieu pourri, ou toxicomane, ou sabile, ça ne va pas très bien aller. Donc il vaut mieux qu'elle soit là. Maintenant, on va regarder ces critères-là. On a en fait des critères assez précis pour savoir où chacun doit aller. Si celui-là, il peut aller en clinique fermée, si celui-là, il peut faire un ambulatoire, mais ces critères qui sont critères de dimension d'évaluation, ils ne sont pas appliqués chez nous, bien sûr. On les connaît depuis plus de 20 ans. On a des critères très précis, on sait exactement, lui, il doit aller là, lui, il doit aller là. Toujours dans le même modèle, bien sûr, mais avec une infrastructure différente. Et puis, la maison intermédiaire, le centre de traitement intermédiaire, c'est la convalescence. C'est capital. On est tellement content d'avoir enfin un centre de traitement intermédiaire, parce qu'il y a des tas de gens qu'on ne peut pas remettre après la sortie de la clinique dans la circulation. Ça ne va pas jouer. Ça va pas jouer. Est-ce que ce que vous avez dit pour l'alcoolisme est vrai pour d'autres formes d'addiction, comme le tabac, voire même d'autres formes plus modernes? Oui, c'est vrai, parce que la drogue la plus addictive, c'est la nicotine. 90% des gens qui coincent, sont crochés. Il y a 10% de gens qui fument une cigarette de temps en temps, et puis s'ils n'en ont pas, c'est pas grave. Ensuite, il y a l'héroïne, c'est 80% des gens. Mais il y a quand même 20% qui peuvent, alors c'est pas un encouragement, mais qui ne sont pas systématiquement dépendants de l'héroïne. Ensuite, il y a la cocaïne, c'est 40%. C'est très à la mode, malheureusement, la cocaïne, et ça fait que les gens viennent en traitement, les trentenaires, à 30 ans. Avant, on développait une dépendance à l'alcool, et puis vers 40 ans, on était un bon alcoolique, mais ça fonctionnait encore, et puis on pouvait aller en traitement. Maintenant, c'est 30 ans. Moi, j'ai des amis de mes enfants, des grands-enfants, qui viennent me voir, maintenant, pas poussés par mes enfants, mais parce qu'ils savent que ça se traite, et puis ils savent que le père de mes enfants est là-dedans. Alors, ensuite, 40% la cocaïne, je disais, vous avez des gens qui, c'est pas un encouragement, hein, encore une fois, mais qui prennent une ligne une fois, voilà, dans une soirée, qui ne reprennent pas d'autres. Puis peut-être un mois après, ils sont nouveau dans une soirée, puis voilà, une jeune femme se sniffe un petit peu, elle ne croche pas. Elle ne croche pas. Donc on a 40% des gens. Maintenant le cannabis, c'est 17%, et l'alcool, on a vu, c'est 10%. Ça veut dire que, par contre, quelqu'un qui a un cerveau avec les anomalies, on dit un cerveau addictif, ben, tout va crocher chez lui. Et ça s'appelle l'addiction croisée. Il arrête une drogue, il a des fortes chances de passer à une autre. Donc on fait très attention de maintenir, au début du traitement, on traite la drogue de choix, et puis celle pour laquelle il vient, et puis après on fait, ça c'est le travail du dépendant en rétablissement puis rétabli, il doit faire attention de ne pas virer, passer sur d'autres addictions. Ça c'est quand même tellement connu de nous, c'est qu'on peut décrire une jeune fille par exemple qui souffre d'obésité, qui s'inscrit dans un fitness, mais elle va y aller tous les jours, puis par 1 heure, elle va y aller 3 heures. Et puis là, c'est un cas qui est véridique, mais je l'avais imaginé, mais je l'ai rencontré un jour. Et puis là, elle a un coach physique, qui la pousse encore, et puis lui, il se trouve qu'il a des amphétamines. Il lui donne les amphétamines pour l'aider à maigrir. Et puis comme les amphétamines, ça fait quand même un effet pas très agréable, elle a des copains qui lui disent « bois un coup ».
Et finalement, le jour où elle était arrivée, elle avait tout. Elle avait boulimie, anorexie, elle avait des amphétamines, elle avait un problème d'alcool, et puis j'en oublie. Mais ça montre comment elle peut sauter, on peut sauter d'une à l'autre. Donc on doit avoir en somme, dans le rétablissement, une sobriété, une sérénité qui n'est pas chimique, puisque c'est la sérotonine qui donne la sérénité. Un alcoolique doit apprendre à l'être, et bien dans tous les domaines de sa vie. Après, il est indépendant, il est quelqu'un en rétablissement ou rétabli. Ensuite, il est un père de famille ou une mère de famille. Ensuite, il est un professionnel. Ou il fait du sport, il a un hobby. C'est ça, c'est l'idéal dans le rétablissement, c'est de retrouver un équilibre. Alors, personne n'est parfait, bien sûr, mais un équilibre et pas faire attention de ne pas aller dans un excès. Parce que ça vient assez vite. Il y a des circuits qui sont imprimés comme ça. Il faut en imprimer des nouveaux. Et puis, de façon à ce que les nouveaux circuits prennent le dessus sur les anciens. Et si on ne fait pas attention, hop, on va aller gentiment vers une rechute. Ce n'est pas du tout obligatoire. Oui, pour corroborer ce que disait Daniela, la rechute fait partie, on entend ça et ça me fait bondir aussi depuis des décennies. Ça me fait bondir de dire la rechute fait partie du rétablissement, fait partie de la maladie. Non, non et non. La rechute fait partie d'une phase du rétablissement où on n'a pas encore la stabilité biochimique, il n'est pas encore revenu, ça prend tout en tout une année, et puis on n'a pas encore les outils. Et puis on ne se traite pas, on n'a pas les groupes, on ne fait pas sa piqûre d'insuline, on ne fait pas sa glycémie, et on rechute. Mais une fois qu'on est rétabli, c'est absolument pas obligatoire, c'est absolument pas plus que dans une autre maladie, il n'y a pas de raison d'avoir des rechutes. Et il y a énormément de gens, probablement des millions, on ne sait pas. Étant donné que le modèle après, il est relayé non plus par les professionnels, mais par les groupes d'entraide libres, personne ne peut faire des statistiques dans les groupes d'entraide. Voilà. C'est juste des estimations. Oui? J'ai le sentiment que dans la présentation qu'on a vue, mais certainement aussi dans toutes les approches autres que la méthode Minnesota, il y a une certaine hiérarchie dans les addictions. Je pense au tabac en particulier, qui passe relativement inaperçu, oui. Alors que les statistiques montrent qu'un fumeur sur deux mourra du tabac. Comment vous expliquez ça? Simplement parce qu'on a bien hiérarchisé et puis catégorisé, donné des catégories. Et puis encore une fois, on a dit drogue dure, drogue douce, mais c'est n'importe quoi. Quand on fait d'une bonne prévention, comme on a appris à le faire aux États-Unis, c'est difficile de la mettre en place, mais on a fait beaucoup de collèges privés, beaucoup d'institutions privées. Il y a un message, il n'y a pas d'utilisation sans danger. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que parmi vous, les enfants, quand on est dans une classe, on ne sait pas lesquels sont prédisposés. Et d'ailleurs, on ne peut pas savoir. On ne peut pas le savoir. Donc, c'est général. Et puis, deuxièmement, on ne parle pas d'une substance plus grave que l'autre. Ça, c'est effectivement la hiérarchie qui fait maintenant bondir. C'est que, oui, mais la bière, c'est moins dangereux que ça, qui est moins dangereux que le cannabis. Ça n'a pas de dépendance physique, c'est une ineptie, parce qu'on a découvert en 1992, le récepteur où croche le cannabis. Ce sont les récepteurs cannabinoïdes. Ce sont deux chercheurs israélites de l'hôpital hébreu de New York qui ont découvert ce récepteur. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de dépendance physique, c'est simplement que le cannabis, il se stocke, le THC, qui est la substance active, se stocke dans les graisses. Si vous allez à la boucherie, regardez un cerveau, vous voyez, il y a des parties jaunes entre les boursouflures, là, c'est la graisse. Le cannabis, il va là, et puis quand on n'a plus de joint, le lendemain, on n'est pas en manque, parce que ce qui est stocké dans les graisses est redistribué. Oui, mais lui, il est plus grave que l'autre, qui est moins grave que... Finalement, celui qui est moins grave, il dit, oui, mais moi, j'ai pas besoin, moi, je n'en suis pas là. Alors déjà, ça se fait un peu. Dans les groupes, on voit des gens plus atteints, des gens moins atteints. Mais ce qu'on dit, c'est que si on est moins atteint, on a d'autant moins de... On est d'autant plus obligé de réussir son rétablissement. Je ne sais pas si c'est très vrai, mais en tout cas, c'est une façon de voir les choses pour ne pas se dédouaner du fait qu'on est moins atteint que les autres. Et puis, on a des règles. Enfin, il y a des outils de base qui consistent à dire on reste du côté des gagnants. Peut-être c'est aussi comme ça dans la vie, mais
là, c'est presque une obligation. C'est qu'on peut pas, on doit rester du côté de ceux qui vont bien. Voilà, c'est une règle quand on est dans l'établissement. Mais il y a aussi une façon de lutter contre l'alcoolisme, c'est lutter contre le business. Les alcooliers, les fabricants d'alcool. Les fabricants de cigarettes. Parce que je ne sais pas si vous avez regardé l'émission hier soir. Bien sûr. Bien sûr. C'est sûr, le monde n'est pas parfait, loin de là. Et quand on est dans cette maladie, on aimerait bien que tout soit parfait, mais une des choses qu'on apprend en se rétablissant, c'est que d'abord, on n'est pas parfait, et donc ça n'exige pas que les autres soient parfaits. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions à Daniela, peut-être? Voilà, en tout cas, merci de votre attention. Oui. Oui, moi je suis désolée d'entendre que c'est une maladie, effectivement, de mon terrain sensible, mais quelle est, à la limite, quelqu'un qui se dit, voilà, le grand-père, il buvait, la grand-mère, mon père, etc., et qui ne soit pas encore, effectivement, peut-être tombé dans cette faiblesse-là, quelle est la prévention? Parce qu'on parle d'une fragilité au niveau émotionnel, etc. Quels sont les outils pour éviter de tomber dans cette faiblesse et dans cette fragilité? Alors écoutez, je dirais que déjà la prévention générale elle est très mauvaise, et la prévention spécifique sur les gens prédisposés n'existe pas, en tout cas pas à ma connaissance. Et quand on a posé cette question, quand on était en stage aux États-Unis, et puis on nous a dit, cette réponse que j'ai donnée tout à l'heure, si vous avez des enfants de diabétiques, vous ne leur interdisez pas de prendre du sucre. Si on va peut-être, le médecin de famille va noter ça dans un coin, et il va dire attention à la glycémie, puis à l'occasion d'une prise de sang, un bilan, il va faire peut-être une glycémie, puis regardez ça. Mais on ne peut rien faire, si vous voulez, avant, à cause du déni, déjà. Donc on doit attendre que la personne, c'est malheureux, mais on a déjà un traitement qui fonctionne. On n'arrive pas à l'appliquer partout, enfin il n'existe pas partout, c'était le but du message, alors que c'est une maladie reconnue et qui est traitable, et c'est même pas quelque chose qu'on sait. Donc on peut pas, on est encore plus en avance, si vous voulez, en anticipation, si on veut faire une prévention spécifique sur les gens prédisposés. Il y a une prise de sang qui permettrait, mais c'est fait nulle part, de dire si celui-là ou celle-là, elle est à risque. Il s'agit de mesurer une enzyme dans le sang, l'adénylcyclase, qui va diminuer sa production à une réaction chimique qu'on fait avec l'adénosine. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Et si c'est diminué, la personne est à risque. Maintenant, on a fait des études en regardant les ondes bêta, pas les ondes alpha. On a vu des ondes qui étaient différentes chez les alcooliques. Des ondes qui ont une amplitude plus grande. On a fait d'autres études, on a regardé le test du souhait. On a pris des enfants, et puis on les met en ligne, on les fait fermer les yeux, puis on les pousse. Et ceux qui sont enfants d'alcooliques, qui ont des gènes de prédisposition, ils résistent. Et les autres comme ça. C'est un chercheur qui s'appelle Shukit aux États-Unis qui a fait ces publications, elles datent d'une dizaine d'années, mais on ne fait pas ça. Si on faisait le test de prise de sang, admettons qu'il y ait un crime, on aurait une justice à deux vitesses, parce que le dépendant dit oui, mais moi j'ai l'anomalie, donc monsieur le juge, il ne faut pas me condamner, j'y suis pour rien. Alors, on fait... Yeah.